c'est un truc complètement dingue. Non. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pleuré? Et on a fait 2000 km dans les glaces. Bienvenue dans le second épisode du Six Talk. Aujourd'hui, on va recevoir celui qui est derrière ces images absolument incroyables que tu viens de voir. Parce que oui, on va recevoir celui qui est allé au pôle Nord en bateau, à travers la neige. Je sais, tu ne comprends pas tout pour l'instant. Petite précision, si tu as envie d'assister au prochain Six Talk, clique sur le lien dans la description et inscris-toi sur liste d'attente, puisque oui, c'est filmé avec du public. Est-ce qu'il y a du public ce soir? Oui. Là là. Salut mon Julien! Ça va? C'était les pires checks de l'histoire, on va le refaire. Salut man! Ça va? On le refait. On se fait qu'on se prend des Ça bras. va mon Julien? Ça va? On va se faire comme ça. C'est pas mal. Ça va mec? Check. Salut, ça va? Ça va. Check. Putain, mec. Incroyable. Bon, tu t'es déguisé en ours polaire pour... Exactement. C'est en blanc comme ça? Ah ouais. Si C'est la tu veux, première on fois. a qu'à le faire sans le téléphone. Le mec est en train de poster en direct. Bon, comment ça va? Ouais, ça va. Alors, Ah, tu mets bien dans le jus, bien mal direct. à l'aise. En plus, le blanc, ça fait ressortir le rouge. Exactement. Alors, bon, Julien, on a vu sur les réseaux sociaux, tu es allé au pôle Nord en bateau. On est très potes dans la vraie vie, on s'appelle tout le temps, mais je ne t'ai posé aucune question sur le pôle Nord parce que je voulais avoir la chair de poule avec toi en direct. Donc, on est parti pour un petit podcast où tu vas nous raconter cette histoire de what the fuck. Yes. Est-ce que tu nous ferais une petite explication? Parce que pôle Nord en bateau, déjà, il n'y a pas de la neige là-bas? Fin août, j'étais aux Canaries et je reçois un mail. Et ce qui est marrant, c'est que je reçois jamais de mail depuis mon site internet. Attends, c'est fin août que tu as eu les news? Parce Fin que tu es août. parti début septembre. Je suis parti le 1er septembre. Ouais. Le fin août, tu ne savais pas que tu allais au pôle Nord? Et non, en fait, j'ai été contacté le 15 août via mon site, donc ce qui arrive jamais, par Ponant, qui est une compagnie de navires haut de gamme. Exactement. Et en fait, ils m'ont envoyé un premier message en mode oui, on aimerait on aimerait avoir un call, on aimerait te proposer une expédition. Ouais. Est-ce que tu es dispo? C'est urgent. Donc je les appelle, il est 17h. La meuf me parle du projet, on aimerait faire un projet au pôle Nord. Ouais. Ah ouais. Par contre, il y a 3 conditions. Il faut être dispo pendant 15 jours, il faut être vacciné et il faut être équipé et autonome en photo et en vidéo. Toi, t'es équipé? J'étais équipé. Ok. Il y avait du paquet. Donc, ils m'ont... Enfin bref, on s'appelle et ils me disent on a besoin d'une réponse à 19h, il nous faut tes tarifs. Là, ils t'ont dit on t'emmène au pôle Nord. Ils t'ont dit le projet ou Là, ils t'ont dit on a un beau projet? Là, c'était en mode on est en concurrence avec 2 autres photographes, il nous faut un devis à 19h, donc 2 heures après. Moi, j'étais en maillot de bain dans la piscine avec une bière à la main, c'était un peu rock'n'roll. Et là, en fait, tu as une montée en pression en mode ok, c'est le pôle Nord. Faut que je fasse un truc assez costaud. Et t'avais capté l'idée parce que ils t'ont dit on va avec un bateau et boum on va En juste fait, au pôle moi, je Nord. connaissais pas la marque, je connaissais pas le produit, je savais pas trop. Ils m'ont juste dit on part en expédition et c'est pour une marque. Donc voilà. En fait, il restait vague. Je me suis renseigné un peu, j'avais juste le nom du bateau, le commandant Charcot. Ouais. Et avec ce que j'ai trouvé vite fait sur internet, moi quand j'ai une marque qui me contacte ou quand je vais voir les marques, je fais toujours une presse, une grosse présentation qu'on peut appeler kit média, où je fais passer mes idées et où je raconte mon histoire. Donc je suis très storytelling. Ouais. Et ça marche beaucoup en fait, ça marche beaucoup comme ça de mon côté. Bah vas-y, on jump direct au storytelling. Raconte-nous le pôle Nord là. Et Raconte-nous le pôle Nord putain. Attends, je termine juste avec l'histoire. Mais en gros, Il est bon en teasing. Non, ok, non, donc t'as donné ton prix, ouais, t'as donné ton kit média, le pôle Nord. mais non, mais c'est vachement intéressant en fait dans l'approche. Donc 19h02, j'envoie mon kit. Je fais passer mes idées, je donne mon prix, etc. Et en fait, les mecs ils me répondent à 8h le lendemain. Ils me disent ok, c'est bon. Et ils m'ont dit en fait, dans 10 jours, on t'envoie au pôle Nord. Et là, c'était en mode ok, donc le truc a marché. Et c'est incroyable. Sachant que j'étais en concurrence avec d'autres photographes. Ouais. Donc, on se retrouve. Donc du coup, Yann Arthus Bertrand est resté à la maison. Exactement, Et voilà. exactement. Bon, bah, c'est comme Mais ça. en gros, le 29 août, donc je prends l'avion, je me rends au Spitzberg, Ouais. qui est l'archipel des... au Svalbard, qui est dans l'archipel des Spitzberg. Ouais. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'Europe, on a le nord avec la Laponie, Ouais. Suède, Norvège, Finlande. Et en fait, c'est une île qui est à 500 km, donc à 3 heures d'avion de la Laponie. Donc là, tu as une latitude de 75 degrés nord, je crois. Et on est parti d'ici, à Longyearbyen.
Je prononce bien. Ouais, Longyearbyen. la capitale du Voilà. Svalbard. Ouais. Voilà. Donc on arrive là-bas. J'y ai été. Ben ouais, mais c'est pour ça. Ouais. Parce que la dernière fois que je t'ai appelé, c'était en mode mec, je pars au pôle Nord, je pars de Longyearbyen. Et là tu me dis frère, ça n'existe pas, c'est Longyearbyen. Ah d'accord. C'est pas Ça, vrai. c'est les blagues de geek. Mais mec, la cellule AZ sur Excel, mais n'importe quoi. On ne dit pas Longyearbyen, on dit Longyearbyen. C'est ça, c'est tout ça. Et du coup, je me retrouve là-bas. Donc, je suis parti avec ma chérie qui est aussi créatrice de contenu. Et on voit le bateau. Et en fait, moi, je m'attendais à un gros truc. Et en fait, c'est un bateau qui fait quand même 150 mètres de long, mais ce qui est petit pour un bateau de croisière. Tu t'attendais à plus grand que 150 Ouais, mètres? je m'attendais Ok. à un truc fatos, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai compris le concept un peu mieux, etc. Et en fait, Ponant, donc le client, c'est un croisiériste qui a 13 bateaux partout dans le monde, qui va aussi bien en Polynésie que en Méditerranée, etc. Et là, en fait, ils ont développé un bateau de haute exploration polaire, donc qui est brise-glace, mais pas que. En fait, un brise-glace, c'est vraiment le bateau qui vient ouvrir les voies pour les autres bateaux. Là, Ouais. c'est pas le projet. L'idée du bateau, c'est qu'il puisse naviguer tout seul dans toutes les eaux possibles. Et Ce qui notamment est- ouais. la glace. Ce qui est une prouesse. Parce que, alors moi, Ouais. j'ai fait pas mal de bateaux dans des zones où il y a des icebergs. T'as fait quoi? Antarctique, Groenland et Spitzberg. Ok. Et en fait, à chaque fois, la subtilité, c'est que c'est des coques en alu au cas où ça tape de la glace pour pas que ça éclate le plastique, pour pas que ça coule. Mais là, le défi, il est encore next level sur le pôle Nord parce que là, il faut carrément passer à travers de la glace. Donc j'imagine que c'est une structure genre en métal qui doit rebondir dessus ou c'est quoi Trampoline sur la glace. trampoline sur glace. Non, en fait, en termes de conception, t'as une coque qui est énorme. Donc le bateau a coûté une fortune. Il est neuf le truc? Il a été Le truc conçu est pour neuf. ça? Ouais, il a été développé. La coque a été développée en Roumanie. Ouais. On l'a. Il y a un bateau qui l'a transporté en Norvège. En Norvège, une fois qu'on avait la première base, on a posé tout ce qui était dessus. Ils ont mis les moteurs, ils ont mis les pods. En gros, t'as pas une hélice, t'as deux pods. C'est deux énormes hélices qui tournent à 360 degrés. Et Ah, pour qu'il puisse faire du sur-place, tourner? l'objectif, c'est c'est un bateau d'exploration. Donc, quand il va dans la glace et qu'il y a trop de glace, il se tourne. Donc, avec les pods, il s'oriente Il les met sur à le côté. 90 degrés et il tourne sur Le place. bateau tourne et en fait, c'est les pods qui viennent manger la glace, qui viennent éclater la glace pour se sortir Les hélices de conditions. propulsion viennent broyer la glace? Ouais, c'est un truc de ouf. Ça existait déjà ce truc-là? Ouais. T'as des navires qui en ont, mais là, c'est. Enfin, je sais pas si c'est une première, mais en tout cas, on a vu la taille des hélices, ça doit faire du sol au plafond, tu vois. Putain. Donc ça fait genre. Ça fait 3-4 mètres de haut, quoi. Ça fait 3-4 mètres de haut. Voilà. Wow. Et en termes de conception, du coup, tu as la coque du bateau et le principe de la navigation dans la glace, c'est il te faut du poids et de la puissance. Le poids pour éclater la glace. Voilà. En fait, Brise-glace. Un brise-glace, en fait, il vient plus. Il y a trop de trucs à dire, mais un On va tout brise-glace, dire, on va tout dire. un brise-glace, ça vient fendre la glace. Ouais. Les bateaux, c'est des bateaux limite nucléaires. Ils ont tellement de puissance qu'ils éclatent la glace et ils ouvrent des voies pour la navigation pour que les autres bateaux passent derrière eux. Par exemple, Par exemple, Mike pour les- Horn, Ouais. quand il part en Arctique, Ouais. alors ça dépend quand, mais ça lui est arrivé d'être derrière un brise-glace parce que lui ne peut pas défoncer la glace, en gros. Il peut. Enfin, défoncer, c'est Il un peut. grand mot. Mike Horn, il peut, Il pourrait. Avec son piolet. tout simplement. Il y va. Mais en tout cas, voilà, c'est assez fou. Et il faut savoir que tu as l'Antarctique qui est un continent et tu as l'Arctique, le pôle Nord, qui est que de la banquise. Ouais. Tu n'as que de la banquise. Et en fait, c'est de la banquise sur plusieurs millions de kilomètres carrés. Donc, tu as des plaques de compression. Parfois, il gèle, parfois, il y a du vent. Donc, les plaques se concentrent. Ouais. Et en gros, tu as énormément de pression. Et avec tous les mouvements de l'eau, de l'air, du vent, de tout ce que tu veux, il y a les plaques se rencontrent et tu as des crêtes de compression, En on appelle ça. mode plaque tectonique, exactement comme les montagnes se C'est sont ça. formées en fait C'est finalement. ça, mais avec la glace. Parce qu'il y a du courant à droite En sur fait, il y a- 1000 km de glace et là Ouais. aussi elle se presse Mais en et fait, ça ça va tout éclate, quoi. doucement, mais il y a tellement de pression que Bien quand sûr, ça rentre, ouais. et les crêtes de compression, ça peut faire. On en a eu qui faisaient 8 mètres de haut. Au Groenland, ils ont fait des tests avant le pôle Nord. Ils sont passés dans des blocs de 15 mètres de haut. C'est-à-dire qu'ils de sont glace. passés dans des blocs. Le bateau passe à travers les blocs de 15 mètres Ouais. et il y Alors, arrive. Du coup,
tu connais le concept de la compression glaciaire. Donc, c'est des plaques qui sont en mouvement, qui se touchent, etc. Et tu imagines que sur des millions de kilomètres carrés, un bateau qui rentre dans la glace, c'est comme si il défonçait un mur. C'est comme s'il rentrait dans un mur. Du coup, le concept de la navigation dans la glace, c'est il faut de la puissance pour que le bateau se soulève et monte sur la glace, et du poids pour qu'il... Et c'est ça qui casse, Voilà, il tombe. pour qu'il casse la glace. Et on a fait 2000 km dans les glaces pour aller atteindre le point de 90 degrés nord, le pôle Nord. Et j'ai vu dans tes stories, c'est un délire en plus, vous êtes vraiment allé au centimètre près. Enfin, c'est genre, on est à 100 mètres à gauche. En vrai, on a mis 1 heure pour trouver le point, le 90-00. Wow. Parce qu'en fait, donc c'était la première navigation du bateau, avec le staff, avec, donc de chez Ponant. Et donc les mecs découvraient le bateau aussi, tu vois. Et, rassurant. Comment ? Très rassurant finalement. Très rassurant. Très rassurant. Mais après, on était rassurés. Les mecs qui ont conçu le bateau ont emmené le bateau au Groenland pour vraiment le tester de partout. Et dans l'eau. Et ils vous ont dit, ça marche, essayez-le dans la glace maintenant, voilà. Ça marche. Ils ont dit ça glace, ils ont dit ça marche, et du coup les mecs de Ponant l'ont pris en main pour aller au pôle Nord. Et du coup, pour la petite histoire, c'est le premier bateau français à aller au pôle Nord. Du coup, il fallait qu'on trouve exactement le point. On a passé 1 heure à faire des ronds. Et quand on est arrivé au pôle Nord, c'était en mode grande fête, on sort le champagne. Au pôle Nord, il y a un bar. Alors, il y a une barre de pole dance et... Est-ce que tu as écrit ton nom en pissant dans la neige au pôle Nord ? Pas tout à fait au pôle Nord, mais je l'ai fait. Tu l'as fait ? Je l'ai fait. C'est vrai ? Je l'ai fait. Et je l'ai pris en photo. Tu veux la photo pour mettre sur le podcast ? Je veux voir la photo, tu me montreras la photo. Est-ce que vous êtes baigné au pôle Nord ou dans le camp du pôle Nord ? Moi, je l'ai pas fait, mais par exemple, Charlotte l'a fait. Ma chérie l'a fait. Ah, trop bien. Ouais. Je m'étais baigné aussi au Svalbard. Ce qui est cool quand il y a de la banquise, c'est que l'eau salée, ça gèle pas à 0 degré, ça gèle à moins 2,4 degrés. Et donc tu peux te baigner dans de l'eau à moins 1,5 degré. Donc, je m'étais baigné dans de l'eau à moins 1,5 degré. Ça fait vraiment froid. Ouais. Et t'as sauté d'un coup ou t'y allais en mode... Non, j'ai sauté avec une corde en fait. Je pense qu'elle a fait pareil, chat. Ils te font sauter avec une corde au cas où tu t'évanouisses, qu'ils puissent te sortir de l'eau et qu'ils puissent te récupérer. Là, tu cries genre... c'est ça. Ouais. Et ensuite, après, tu restes 15-20 secondes, le temps de nager, de remonter et tout, etc. Et après, t'es épuisé. Épuisé. Ça te crame toute ton énergie. Apparemment, ça te fait un choc. Mais moi, je peux pas le faire. Je suis frileux. Là, je peux pas mettre un orteil en plein été dans l'océan à 25 degrés. Bon, après, en même temps, je suis frileux. J'aime pas trop me baigner au pôle Nord. Pas ouf. J'avoue. Est-ce que t'as amené une boussole au pôle Nord ? Eh bien non, en fait, j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit, une fois que j'avais atteint le pôle Nord, ils m'ont dit « Alors, t'as pris une boussole ?» Non. Merde, ok. Faut y retourner. Ouais. Et du coup, le bateau, en fait, donc c'est bateau de tourisme. Et en fait, les mecs ont vraiment pensé à tout parce qu'ils savaient qu'en 2021, ils allaient se faire défoncer par tout le monde. En mode, vous allez polluer la planète, vous emmenez des riches personnes pour aller faire des selfies sur la banquise. Vous avez planté des arbres au pôle Nord ? Exactement. Nice. Efficace. Et en gros, ce qui est beau, c'est qu'ils ont pensé à tout. Donc le bateau, en fait, c'est un bateau hybride. Ah, tu foires ton pétrole en route ? Exactement. De pire en pire, tu sais. Fatigué, il est fatigant. Après, c'est à vous, mais il est chaud. Donc, bateau hybride, GNL, gaz naturel liquéfié, et électrique. Ça veut dire que quand on est arrivé au pôle Nord, on a coupé tous les moteurs qui polluent et on a navigué en full électrique. Ouais. Donc, il y a ça. Donc l'empreinte écologique, il y en a une, mais ils font quand même gaffe, tu vois, à ce qui, au rejet dans l'atmosphère. Le GNL, ça pollue beaucoup moins que le fuel. Il faut beaucoup moins d'énergie pour faire avancer le bateau, etc. etc. Il y a plein de trucs. Je vais en profiter. Là, on est sur YouTube. Les gens, ils peuvent être taquins. Je vais te poser toutes les questions, les pires qui peuvent arriver. Comme ça, on les traite. C'est super. Le fait de casser la glace, est-ce que ça abîme pas le pôle Nord finalement ? Alors non, parce que en gros, quand le bateau brise la glace, entre guillemets, monte sur la glace, donc tu as un sillage qui se crée. On peut voir la trace du bateau, en fait, plusieurs jours après. Mais quand tu es derrière le bateau et que tu vois en fait le sillage, dès que le bateau passe, 10 secondes après, tu as la glace qui se reforme. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Arctique, c'est un océan sous pression, sous compression, et tu as la glace qui bouge en permanence. Et pour la petite histoire, en fait, ça, il faut que je te le raconte après, mais on est allé au pôle Nord, donc on a créé un premier sillage.
Et en revenant, en fait, on est resté 3 jours au pôle Nord. Donc on a tanké le bateau dans la glace pendant 3 jours. Et en fait, en 3 jours, on a eu énormément de vent, il a fait super froid. Et en fait, on a mis 3 jours à retrouver le sillage qu'on avait. D'accord. Donc on n'avait plus rien. Et le décor a été complètement métamorphosé. Est-ce que ça dérange pas la nature? Est-ce que c'est pas mauvais pour les ours? Est-ce qu'il y a peut-être des trucs positifs pour la nature, le fait d'y aller? Il n'y a rien de positif à amener l'humain quelque part. Bah si, on peut donner des En vrai. t-shirts, on peut leur donner du Coca-Cola, on peut leur amener le téléphone, enfin il y a plein de trucs positifs quand même qu'on peut faire. On peut amener le exemple, capitalisme et tout, enfin, il y a des trucs vraiment cool. qu'on peut faire. Enfin, quand j'ai annoncé à mes proches ou autres que je partais au pôle Nord, il y en a plein qui m'ont dit ah tu verras, ils vont te mettre des sacs plastiques sur les chaussures et compagnie, ça il n'y a pas, tu vois. Non, et après tu fais un cut et on voit Julien en train d'écrire son nom en pissant dans la neige. T'imagines ça, non? Ouais, on va te mettre des sacs plastiques. Ouais, Julien, j'ai même mis mon nom de famille. Exactement, exactement. Mais non, il n'y a pas de sac, enfin, il y a pas de sac plastique, t'es pas équipé pour aller au pôle Nord ou t'es pas désinfecté. Tu y vas, ils font juste attention à, voilà, faut pas polluer, faut pas fumer, faut pas boire, faut laisser la nature telle qu'on l'a trouvée. Et pour les colonies, en fait, avec les images satellites, ça permet de repérer les animaux, de ne pas y aller. Et en fait, on a vu une dizaine d'ours polaires au total. Et en fait, à chaque fois, c'était du pur hasard. D'accord. Parce qu'on évite en fait les colonies. C'est eux qui venaient vous voir plus qu'autre chose. Parce que, Bah non, en fait, le bateau navigue et en fait, tu as des naturalistes à bord, Ouais. des guides, qui sont aux jumelles et qui regardent à 360 degrés. Ouais. Et les mecs, ils zooment à comme un 1200 mm. Tu vois. ouais. Quand je prenais leur jumelle ou quand je prenais le Ouais. méga truc que j'avais, c'était la même chose. Donc en gros, ils arrivent à voir méga loin et c'est eux en fait qui donnent l'alerte. En mode, il y a un ours. Et là, le bateau se rapproche un petit peu de l'ours quand il est seul. Et puis, en fait, c'est à l'appréciation, enfin, c'est à la libre appréciation du capitaine. Quand il voit que l'ours il s'en bat les couilles ou il continue sa route ou qu'il a peur, tu vois, Ouais. il se barre. J'amène quelques précisions pour les gens qui pourraient se demander, se dire ah mais c'est pas bien, faut pas déranger les animaux, etc. Du coup, pour moi aussi être allé au Svalbard, à avoir cherché des ours pour les photographier aussi. Pareil, on avait un biologiste à bord et en fait il faut savoir que c'est extrêmement encadré les ours. Tu vas pas voir des ours, rester 4 heures, lui jeter des trucs à manger et tout comme aux zoos, c'est pas du tout l'idée. C'est des gens qui sont passionnés par ça. Ouais. Et en fait, tu as des règles. Tu n'as pas le droit de rester plus d'un certain temps près d'un ours. Il y a des comportements où tu ne dois pas t'approcher parce que ça le dérange. Quand tu as vu un ours, tu dois le déclarer aux autres bateaux pour qu'il n'y ait pas un autre bateau qui aille voir l'ours parce qu'il ne faut pas que ce soit trop souvent. Et ils en profitent pour les suivre, puisqu'en fait, tous les ours, en tout cas autour du Svalbard et du Groenland, sont marqués. Notamment pour suivre la reproduction, pour suivre plein de choses comme ça. J'imagine que sur ton bateau, j'ai cru voir dans tes stories qu'il y avait beaucoup de biologistes, de scientifiques, de gens qui mesuraient, il y a eu des carottes de glace, des trucs et tout. Donc je pense qu'il y a un projet aussi, bien sûr, de toute façon tu es obligé en 2021, mais j'imagine qu'il y a un projet, en plus d'aller kiffer au pôle Nord, de préserver la nature, de l'étudier, de faire des trucs. Ouais, en fait, je continue juste sur le bateau. Donc, tu as le côté hybride. T'as pas aimé ma question? Si, mais j'y arrive. Sur le bateau, en fait, ils savaient que il y a besoin de scientifiques au pôle Nord, en Arctique, tout simplement parce que l'océan Arctique, c'est un des plus grands océans au monde. C'est l'océan qui se réchauffe 2 fois plus vite par rapport à tous les autres. En fait, il se réchauffe 2 fois plus rapidement que les autres océans. Et en fait, tu n'as aucune donnée parce que tu n'as aucun bateau, tu n'as que de la glace. Donc, tu dois avoir une vingtaine de brise-glace au total, au monde, peut-être un peu plus. Ouais. Et en fait, tu vois, quand on a des infos en fait, sur tous les océans, parce que, il y a des bateaux, le commerce, le fret, etc. Tu as les avions qui sont équipés de plein de choses et ils prennent tout le temps des données de l'atmosphère, etc. Donc, on a des données partout. Sauf en Arctique. Donc, à chaque fois qu'un bateau va au pôle Nord ou en Arctique, il y a des scientifiques à bord et on appelle ça des bateaux d'opportunité pour que les scientifiques puissent faire des mesures. Et sur le commandant Charcot, donc, ils ont poussé ça un petit peu au max. Ils ont équipé le bateau de 3 salles pour la science. Ils peuvent venir, ils ont un hangar qui leur est dédié où ils peuvent mettre tout plein de matos, tu vois, pour mesurer l'air, l'océan, etc. Et en fait, les scientifiques à bord, ils ont fait plein de prélèvements toutes les 8 heures
pendant 15 jours, ils faisaient des prélèvements avec une sorte de pistolet qui balançait une sorte d'ogive dans l'eau, Une sonde qui part dans l'eau et qui reste dans l'eau, mais qui permet de mesurer sur toute la profondeur de l'océan les températures. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il nous faisait en fait des feedbacks à chaque fois. Et en gros, tu as la température de l'Arctique qui est à 0 mètre à 1 degré. Ouais. Entre 0 et 40 mètres, on est à moins 2 degrés à peu près. Pile juste avant que ça gèle, quoi. Ouais, on est entre 0 et moins 2, moins 1,5 même. Après, on a le Gulf Stream à 40 mètres. Ah ouais. Ça, c'est le fameux courant. Et en fait, le Il Gulf... passe sous le pôle Nord Ouais, bah, c'est un courant en fait. qui fait le tour du monde. C'est un courant qui fait le tour du monde et en fait, il vient en Arctique. Et en Arctique, il est je pense partout. Selon les mesures, il est à 40 mètres sous l'eau. Ok. Et le Gulf Stream, c'est lui aussi qui se réchauffe. Donc, le Gulf Stream se réchauffe. Donc, on a la surface 1 degré. Ensuite, on est en température négative. Le Gulf Stream réchauffe tout ça. Le Gulf Stream est à 1 degré ou 0 degré. Ouais. Et en dessous, on est dans des températures beaucoup plus froides. Et pour terminer là-dessus, en gros, l'Arctique se réchauffe plus vite pour plusieurs choses. La couche d'ozone, le Gulf Stream qui se Couche réchauffe. d'ozone, c'est toujours problématique aujourd'hui? Ouais, moins parce qu'elle se Ouais. referme, mais ça tape tout au nord en fait. Ouais. Et troisième chose, c'est que tu as une étendue Attends, t'as blanche. dit couche d'ozone, le Gulf Stream par en bas qui se réchauffe Voilà, ouais. à cause de tous les continents qui se Ouais. réchauffent. Enfin, le partout. Gulf Stream, et pas que, mais en fait, Ouais. c'est Les les courants, courants quoi. du monde qui viennent et qui sont chauds en fait, Ouais. qui réchauffent tout ça par en dessous. Ouais. Et troisième chose, c'est le pôle Nord, tu as de la banquise, tu as des millions de kilomètres carrés de banquise. Ouais. Donc quand le soleil tape, il se réverbe. Ça fait ça. Ah ouais. Et plus l'Arctique se réchauffe, plus tu as des eaux libres, donc plus Ouais. tu as des eaux sombres. Ouais. Et en fait, le blanc, ça Ouais. rejette la lumière, et le sombre l'encaisse. Ah ouais. Et Juste du un coup, petit point de plus t'as d'eau- précision. Plus tu as d'eau sombre, plus le truc se réchauffe, quoi. Petite précision parce que c'est un tout petit peu technique. En gros, on l'a tous fait l'expérience, quand tu as un t-shirt noir en plein été, tu le touches, il est brûlant. Quand tu as un t-shirt blanc, il est frais. Et en fait, c'est pareil en Antarctique. Quand il y a de la neige partout, le soleil tape, ça réchauffe rien. Quand la neige elle fond, ça fait un effet catalyseur, puisqu'il n'y a plus de neige, l'eau elle est noire, et l'eau absorbe de la chaleur, ça réchauffe, et ça fait un effet catalyseur. Plus il y a de noir, plus ça chauffe, et puis il fait chaud. Merci, Jamy. Et oui, Jamy! C'était la minute. Et du coup, voilà, c'était hyper intéressant d'être avec des scientifiques. Donc, tu avais scientifiques, tu avais naturalistes. Naturalistes, c'est les mecs qui vont sur la banquise avec, entre guillemets, les clients, mais qui sont tous, en fait, des pointures de malades mentales dans leur domaine. Il y a le mec qui a fait 50 ans de canoë-kayak partout dans le monde. Tu as le mec qui observe les ours polaires depuis X années au Canada, etc., etc. Tu vois. Donc ouais, c'est assez ouf en fait d'être avec ces personnes. Et on a eu la chance d'avoir 2 Inuits à bord qui viennent de du petit village de Kulshortwaq, Ok. un truc comme ça, au Groenland. Et eux en fait c'est des chasseurs d'ours et de narvals. Ok. Ils habitent à une ville en fait au Groenland qui est donc 300 habitants. Tu as la ville la plus proche et tu as 2 heures d'hélicoptère de Ouais. n'importe où. Ouais. Et ces mecs, en fait, ils ont besoin de chasser pour nourrir leur tribu, Du coup, ils sont venus chasser des ours pour les ramener chez eux? pour nourrir le bateau. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en gros, c'est des mecs qui connaissent la glace Mais oui. comme personne. Et tu as un mec, en fait, qui a bossé 30 ans chez Ponant, qui a acheté une maison, qui est tombé amoureux de ces gens. Il a acheté une maison au Groenland, il l'a construit avec eux. Et il a lancé une boîte qui vise à utiliser le savoir des Inuits pour apprendre des choses aux compagnies ou à d'autres personnes, ou à faire des conférences sur tout ça. Donc, Expert en région polaire, quoi. experts en région polaire. Ouais. Et là, en fait, c'est des mecs, on les voyait, vu que c'était la première navigation du bateau, donc on appelle ça un dry run, c'est les mecs qui sortaient en premier et qui montraient la voie aux biologistes. Donc ils sortaient, quand on, Ah oui, quand là on tu peux sortait sur marcher, la- là ça va Ouais. casser, quoi. quand on sortait sur la banquise, ils montraient en fait des savoirs un peu ancestraux. Les biologistes étaient là en mode ouais, on va sortir sur la banquise. Le mec qui était là, bah non frérot, il parlait pas anglais, ni français, ni rien. Ouais. Voilà, j'ai essayé de faire. Ouais. Tu peux plus aller à pied
au pôle Nord en été, puisqu'il n'y a plus de neige. Tu l'expliquais tout à l'heure, il y a des ouvertures de la taille de la Seine, la glace elle casse. Enfin, on est d'accord que le changement climatique, il est réel de chez réel là. Enfin, il est réel de chez réel, et les mecs qui sont allés plusieurs fois au pôle Nord, quand on est arrivé au pôle Nord, en fait, il y avait pratiquement que de l'eau libre. Ah ouais, ah oui. Ouais, T'as vu de l'eau au pôle Nord? Ouais, il y avait beaucoup de libre. Enfin, il n'y avait pas que de l'eau libre, mais il y avait beaucoup de libre. Et les mecs étaient là en mode, ils étaient émus, certes d'être au pôle Nord, mais triste de voir le pôle Nord comme ça, tu vois. Et en fait, on estime en 2050 qu'on aura connu un été sans glace en Arctique. Wow. Ouais, donc le réchauffement, il est réel. Et ouais, non, c'est assez flippant. Ouais. En plus, bon, je suis sûr que commercialement, il y a des puissances que ça intéresse. Qu'il n'y ait plus de neige, plus de glace, tu peux passer. Tu as 30% des réserves mondiales de pétrole qui sont en Arctique. Ouais. Malheureusement, les industries ne vont pas freiner ça en fait. Non, et tu vois tout le monde qui commence à se tirer la bourre entre les Chinois, les Russes, les Américains, qui font partie de. En fait, tu as un. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais un consortium ou une connerie comme ça. Tu as 7 pays Danemark, Groenland, États-Unis, Canada, Norvège, enfin bref, tout ça. Ouais. Et ils se tirent la bourre parce que quand il n'y aura plus de glace, ça va devenir un carrefour d'échanges. Surtout, parce que les bateaux, ils seront plus obligés de. T'es plus obligé de contrôler, en fait, tu passes tout droit. Ils iront tout droit, donc ils vont faire des économies de ouf. Parce que c'est des eaux internationales, donc tu fais ce que tu veux. Exactement, et il y a le côté pétrole. Et ça, c'est terrible pour les ours polaires, parce que un ours polaire, il ne peut vivre que sur de la banquise. S'il est obligé de se réfugier sur des îles au Groenland ou sur des endroits fondus, un ours polaire c'est juste blanc fluo sur de la roche marron, donc il ne peut plus chasser. Lui il excelle dans des climats extrêmement difficiles, dans de la glace, dans du blizzard, pour chasser les animaux, c'est le plus rapide, c'est le plus puissant. Et donc il y a beaucoup d'animaux qui vont disparaître. Après c'est un peu alarmant parce que c'est toute la chaîne alimentaire de l'ours en fait, qui est menacée. Aujourd'hui on estime les ours, il me semble que c'est 55 000 la population d'ours. En 2030, tu en auras 35 000 et en 2050, tu en auras 6 fois moins. Parce que toute la chaîne alimentaire, en fait, elle va se retrouver un peu éclatée. Et ça arrive, en fait, la première cause de mortalité des ours, c'est le manque de nourriture aujourd'hui. Et la nourriture de l'ours, c'est le phoque. Et vu qu'il y a moins de phoques, il essaye de chasser autre chose. Et vu qu'il y a moins de glace, il s'épuise à trouver des blocs de glace où se poser. En fait, il y a plein de trucs, tu vois. Ça évolue trop vite, il n'a pas le temps il n'a pas le temps de se transformer ou d'évoluer. Et le phoque mange, je ne sais plus quelle espèce. Il y en a de moins en moins. Donc pareil, les phoques, il y en a... Bon. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pleuré? Eh bien non. C'est vrai? Ouais. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai vraiment monté d'émotions de ouf, mais j'ai pas pleuré. Ok. J'ai pas pleuré. Beaucoup de personnes ont pleuré en voyant les ours polaires. Et c'était assez ouf parce que, en fait, quand il y avait des ours polaires, il y avait une alerte au micro, Ladies and gentlemen, allez sur le pont, blablabla. Et donc tout le monde allait sur le pont, tout le monde, le crew, pas les commandants parce qu'ils étaient en passerelle, mais les passagers. Et là, on était tous avec les boîtiers. Donc, tu avais les vrais photographes, tu avais ceux qui shootaient avec les compacts et qui mettaient le flash, en mode en pleine journée, allez, c'est parti. Et en fait, donc on était tous alignés. Tu avais l'ours qui était plus ou moins loin. Au plus proche qu'on a eu, il était à 20 mètres à peu près, à 20 mètres du bateau. Et c'est lui en fait qui est passé de très loin à très près. Il devait sentir peut-être les odeurs de bouffe ou peut-être qu'il a reconnu Julien Favreau, le fameux youtubeur, peut-être. C'est possible. Pas du tout. Et non, majoritairement, on en a vu qui étaient assez loin, à 100 mètres, tu vois, à 100 mètres. Mais du coup, voilà, t'as l'alerte et du coup, t'as tous les gens qui sont alignés. T'en as qui sont là, qui observent le spectacle. T'as ceux qui prennent les photos et t'en as peut-être la moitié qui pleurent. Et en mode, ils sont là, grosses larmes, parce que c'est une rencontre assez forte, en fait, de voir cet animal évoluer, tu vois, tout seul sur la banquise. Donc on en a vu 8. Le premier ours qu'on a vu, c'était un ours et un bébé ours et sa maman ours. Donc là, tu vois ça, pareil, ils se faisaient des câlins. À un moment, t'as maman ours qui fait un plongeon
en mode vraiment plongeon, qui fait un plat. Ouais. T'as le bébé qui suit derrière. Il se faisait des câlins. Il s'est roulé sur le sol. Il roulait en mode. Enfin, il faisait un truc chelou en mode. Il met son cou par terre, il met ses pattes devant et il marche avec les fesses en l'air. Trop marrant, sur 20 mètres. Et en fait, voir ça, c'est des émotions de ouf. On a vu aussi un ours qui mangeait un phoque. On est tombé là-dessus. On était dans le brouillard et puis d'un coup, on voit un ours au loin. Enfin, au loin, plus ou moins loin. Et pareil, l'ours était en train de manger un phoque et c'est assez incroyable de les voir en fait dans leur milieu naturel, tu vois. Et c'est c'est ouf. Et le dernier, enfin pour la petite histoire, le dernier ours qu'on a vu, c'était notre dernier soir sur la banquise. Pareil, le commandant annonce un ours, on se rapproche un petit peu, on reste assez éloigné pour pas le déranger. Il vient jusqu'au bateau et en fait c'était genre, t'avais l'alignement du soleil, des couleurs orange, violette dans le ciel, t'avais la banquise et en fait t'as l'ours qui arrive vers nous tout doucement. Donc tu vois la banquise, il y avait un peu de neige donc tu voyais les traces de l'ours. Donc pour les photographes, la composition elle est incroyable. Coucher de soleil, couleur de ouf, pas ours qui arrive, ours qui est curieux, qui regarde à droite à gauche, ours qui monte sur ses deux pattes, qui fait le show. Et en fait, il s'est rapproché à 20 mètres du bateau. Et là, tout le monde pleurait. Pour te dire, je l'ai shooté au 24 mm. Ouais. Tellement qu'il était proche. Ouais, j'étais au 1200, j'ai enlevé le multiplicateur x2, j'étais au 600, ensuite j'étais au 70-200 et ensuite 24-70. Et à un moment, je lui ai dit, frère, tu veux que je passe au 16-35 ? Ouais. T'as fait un selfie avec quand même ? J'aurais pu. C'est vrai ? J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Tu veux que je te passerai un selfie ? Moi, j'en ai. Non, je rigole. T'imagines le selfie comme ça ? Putain, laisse tomber. Mais incroyable. Et pour la petite histoire, je parle de lumière et de couleur. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est en fin d'été. Et en fin d'été, tu es sur les très hautes latitudes, donc entre 90 degrés nord et 80 degrés nord. Tu as une golden hour toute la journée. Ouais. 3h du matin, minuit, 16h. Tu as le soleil qui ne bouge pas en hauteur et qui reste en golden hour tout le temps. Donc en fait, pendant 15 jours, je n'ai pas vu la nuit. Et en fait, à chaque fois qu'on voyait des trucs de ouf, que ce soit un phoque, un ours, n'importe quoi, on était en golden hour. Donc je t'avoue que tu vois, il y a le côté perso où tu dis ok, c'est un voyage de ouf, et il y a le côté photographe, enfin créateur, où tu fais ok, là on est vraiment en train de vivre un truc de ouf, et tu te rends compte que toutes les fois où tu as galéré dans ta ville, en voyage, que tu as appris des choses, en fait, tu as tout qui est disponible ici, tu vois. Tout va très vite. Bah, en gros, pour faire simple, j'ai peut-être parti trop loin, mais ce shoot, c'est un peu l'aboutissement de plein d'années de sacrifices, d'années d'apprentissage. Et quand tu vois prêt, quoi. Ouais. Tu maîtrisais la light, tu maîtrisais j'étais prêt j'étais prêt à. Enfin, j'étais prêt, quoi. Ouais. Prêt à shooter, sûr de mes compos, sûr de mon boîtier, sûr de mon matos, sûr de tout. Et c'est là où tu dis, ok, toutes les étoiles sont alignées pour ce shoot-là, quoi. Waouh. Ouais. Putain, magnifique. Je te propose qu'on passe aux questions parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens derrière leur écran qui ont des petites questions. Donc si tu as une question, lâche-toi. On va y répondre, on va traîner sur YouTube, on va un peu répondre à toutes tes questions. Et on va aussi laisser la place à notre public qui a probablement des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? C'était quoi le moment le plus fort que tu as vécu en tant que photographe et en tant que simple passager du bateau du Ponant ? En termes d'émotion, sur le bateau, pour la sécurité et pour le repérage, il y a un hélicoptère qui est à bord, qui est dans la soute. Pour aller au pôle Nord, on était à 1 degré du pôle Nord. Donc 1 degré, c'est 110 km. Donc on était à 110 km du pôle Nord. On avait des conditions de merde, etc. Donc ils ont sorti l'hélicoptère pour faire un repérage pour aller voir comment c'était au pôle Nord. Et j'ai pu prendre part au vol pour aller au pôle Nord. Wow. Et shooter un ours, enfin il y en a deux, il y a shooter l'ours polaire, on en a parlé, c'est vraiment un moment incroyable. Mais c'est vrai que l'hélicoptère ça pollue, etc. C'est le truc pas bien, ils le sortent pas beaucoup, mais là ils l'ont sorti pour aller repérer le pôle Nord. Et du coup ça c'est un moment assez fort parce que tu vois en fait l'immensité vue de haut.
comme si tu étais un oiseau, comme si tu étais ton propre drone, tu vois. Et j'avoue que là, j'ai eu des vraies émotions de ouf, quoi. Où je me suis dit, ok, genre, la planète, elle est pas belle, elle est exceptionnelle, elle est fantastique, quoi. Wow. Trop bien. Et le tout, encore une fois, avec, t'imagines la lumière parfaite, une banquise à perte de vue. Et un petit Voilà. bateau posé là. Ouais, Tu vois le truc dans l'immensité. ouais. Et puis tu vois le sillage, enfin, c'est. Non, mais- Vraiment, c'est des trucs, t'es pas prêt. T'es pas prêt, ouais. Ouais. Wow. Et personnellement, je pense, c'est de le partager avec ma chérie. Tu vois, on y est allé à deux et c'était quand même super fort de le partager. Même si on était en mode taf, taf, taf et on bossait de ouf. Mais ouais, le fait de partager ça en fait avec quelqu'un d'hyper proche, c'est cool. C'est cool. Into Ouais. the wild. Le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. Exactement. Ouais. Ouais. Avais-tu un drone? Et si tu n'en avais pas, est-ce que c'était pas galère à gérer la gestion chaud-froid, niveau matos, niveau. Ouais, j'avais un drone, donc Mavic R2S, qui a fait le taf. Donc j'avais 3 batteries et les batteries prenaient pas trop cher, en vrai. Donc je les mettais en fait à l'intérieur. Quand vous partez, Explique, hein, ouais. quand vous partez en milieu froid, toutes les batteries, il faut les mettre dans vos poches intérieures parce que voilà, il y a la chaleur du corps qui les maintient bien comme il faut. Et donc le drone, ça allait nickel. Par contre, j'avais le R5 et le 1DX. Par exemple, il me fallait, pour une batterie de 1DX, il me fallait 2 ou 3 batteries de R5. Parce que les batteries de R5, c'est des petites batteries en fait comme ça. La batterie du 1DX, t'en as une, je crois. T'en avais une, tu peux la montrer? Ouais, ça ressemble à ça. Donc ouais, c'est assez costaud. Et ouais, j'étais même choqué du côté extrême du 1DX, tu peux en parler, mais moi c'était la première fois que je shootais avec un réflexe et avec le 1D. Et putain, pour des expéditions comme ça, vraiment polaires, voire extrêmes, c'est la folie. Ouais. Je pense que tu l'as aussi mis dans pas mal de situations Ouais, bah, assez dingo en milieu polaire. pour moi, c'est là où tu vois la différence entre une gamme professionnelle et une gamme semi-professionnelle. Le professionnel, il va dans toutes les intempéries. Bah, on a été ensemble au Machu Picchu, où je me suis pris la douche comme jamais avec le 1DX, il a survécu. J'ai été au Groenland, en Antarctique, partout avec mon 1DX, sous la neige. Il est tombé dans la neige quand je faisais du ski. Il a fallu le déterrer. Et ça marche très bien, c'est tropicalisé, ça marche contre le froid et tout. C'est une dinguerie, c'est clair. C'est là où ça fait la diff. Chez Canon, ils disent on peut planter des clous avec. Ouais, c'est comme ça que j'ai retapé le théâtre. Comme ça, j'ai retapé ici. Ouais. T'imagines? Putain, je suis sûr qu'ils l'ont vraiment fait. Il y a moyen. Il y a moyen, On peut leur demander? on leur demandera. Il y avait une question juste derrière aussi, je crois. Ouais, on va repartir dans le côté émotion. Mais, Je vais pleurer. s'il y avait une expérience humaine que tu avais pu tirer des rencontres que tu as fait dans les commandants, par exemple, ou les personnes qui s'occupent du bateau. Alors ouais, en fait, quand tu es sur un bateau, tu crées des liens avec tout le monde parce que tu es enfermé. Alors déjà parce que tu es enfermé et surtout parce que là, on n'était pas sur un simple voyage, tu vois. Tu as les bateaux de croisière, en fait, il va d'un point A à un point B. Là, on avait une quête, un lieu à atteindre, c'était le pôle Nord. L'objectif, c'était atteindre le pôle Nord. Et en fait, on était dans une sorte de bulle temporelle, personne n'avait de connexion. Donc, il y avait du Wi-Fi, mais qu'on a perdu en fait au bout d'un jour. Et en fait, on était tous déconnectés, on était tous dans un truc être sur un bateau et être au milieu de la banquise, c'est vraiment un truc très très particulier. Et ouais, en fait, on s'est tous rapprochés, on s'est tous raconté nos vies, nos trucs, et on est tous devenus très bons potes. C'est pour ça que quand je suis revenu en fait à La Rochelle sur le bateau pour faire le dry run hôtelier, quand je suis revenu, c'était en mode, c'était la fafa quoi. Génial, on se prend dans nos bras. Mais après, le truc le plus marquant, c'est la rencontre avec les Inuits. On ne parle pas la même langue. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision, mais en fait, il y avait des échanges de regards, il y
il y avait des émotions, tu vois, tu parles d'émotions, il y avait des trucs assez puissants. Et pour la petite histoire, donc eux, c'est des chasseurs d'ours et de narvals. Donc ils vont chasser le narval au kayak et au harpon. Et en fait, ils ont failli se noyer plusieurs fois au Groenland parce qu'ils ne savent pas nager. Donc ils sont arrivés, imagine la scène, les mecs arrivent dans un bateau qui coûte 320 millions d'euros. Non. Ouais. Ils arrivent, donc les mecs, ils ont connu en fait que leur petite cabane en bois. Ils arrivent, donc ils voient le délire. Et en fait, tu as une piscine intérieure. Piscine chauffée à 36 degrés. Ils arrivent et en fait, t'as pied, enfin l'eau elle t'arrive là à peu près. Et c'est un des trucs qui m'a le plus ému, c'est que je leur ai appris à nager. Avec d'autres passagers, mais je leur ai appris à nager. Va apprendre à un Inuit groenlandais à nager sans parler. Je peux dire que c'est un concept avec un mec qui a la phobie de l'eau. C'est un truc complètement dingue. Donc les deux, il y en avait un qui avait 40 ans, un qui avait 60 ans. Le petit vieux de 60 ans qui est balèze, il a des bras, enfin les veines qui ressortent, etc. Ils ont tous les deux les moustaches, enfin des vrais Inuits. Genre, je les prenais comme ça, donc c'était sur mes bras, et je leur apprenais à nager, à faire la brasse. Donc on leur a appris à faire la brasse, et sur les derniers jours, je leur ai appris à faire le crawl. Et en fait, c'est un délire. Et ça m'a vraiment, ce truc m'a un peu transformé. Et jusqu'à maintenant, le mood sur tout ce que je faisais, c'était on part voyager pour vivre des aventures à base de surf, de moto, de glisse, de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller plus loin sur ce côté culture, rencontrer des gens, aller à la rencontre d'animaux et essayer de trouver un peu plus de sens sur ce que je peux shooter et même, je peux aller plus loin, ce que je peux documenter. Et petit exclu, mais en gros, donc j'ai tourné une vidéo, enfin plusieurs vidéos YouTube au pôle Nord. Sur une vidéo, donc je parle avec les Groenlandais et le traducteur, celui qui a acheté la maison là-bas. Et en fait, au début du voyage, ils ont fait une conférence en mode ils présentent tout le monde, donc ils présentent les Inuits. Et le traducteur a dit le premier jour, s'il y en a qui sont chauds, vous pouvez aller les rencontrer dans leur village et ils se feront un plaisir de vous accueillir. Là, il y avait Julien avec la main levée derrière. Et attends, non, pour la vidéo YouTube, donc on fait une interview et tout, et à la fin, je dis au traducteur, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est j'ai bien noté qu'on pouvait aller les voir au Groenland. Pour aller les voir au Groenland, c'est tu prends un avion pour aller au Groenland, tu tapes un bateau qui a 2 jours de navigation, tu prends un transfert en bus pour aller je sais pas où, et tu reprends un hélicoptère de 2 heures pour aller au village. Donc tu mets 3 jours pour y aller. Et je leur dis, est-ce que vous seriez chaud pour m'accueillir pendant plusieurs semaines pour que je documente votre travail votre lifestyle, boulot quoi. de chasseur et que je vous suive partout. Ils m'ont dit bah ouais, c'est avec grand plaisir, on t'attend. Donc le pari est donné. Et certes, ça peut choquer, donc je ne sais pas comment je peux le tourner, mais c'est sûr, aller suivre des chasseurs, surtout en 2021, tu vois, c'est un concept, je vais me faire défoncer, je pense. Mais l'approche de les mecs chassent pour nourrir leur tribu, leur famille, enfin, c'est assez ouf. Et moi, je me suis vraiment pris une claque émotionnelle en termes de rencontre avec ces personnes. Ils ont un cœur comme ça, ils n'ont pas grand-chose, et en fait, ils t'apportent de ouf. Donc je pense qu'une immersion vidéographique, enfin vidéo et photographique, là-bas, enfin, ça peut être un truc de ouf, quoi. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a... Ouais. Julien, on pourrait continuer pendant des heures. Et d'ailleurs, on va continuer pendant des heures. C'est ça qui est cool quand tu fais partie du public, c'est qu'on va pouvoir aller prendre un verre ensemble et tout se raconter. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et il y a un truc quand même, avant de conclure, Julien, on n'en a pas parlé, mais on a un petit projet qui est en train de se préparer. Pareil, il y a un lien dans la bio. Il l'a calé. Il l'a calé. Non, mais c'est important, c'est que le Julien, on est en train de faire une formation ensemble où, en gros, c'est pas 1 heure qu'on passe ensemble, c'est 1 semaine en pré-prod, puis 1 semaine en prod, puis quelques jours en post-prod où on est ensemble et on fait un reportage sur toute ta manière de bosser où tu nous enseignes comment tu fais pour décrocher un job comme le pôle Nord. Alors là, ils t'ont contacté, mais dans cette formation, tu nous expliques comment toi, tu peux aller contacter des gens, comment tu décroches les jobs, comment tu factures, comment tu convaincs les gens de te choisir toi, quel est ton matos, comment tu fais la photo et la vidéo en même temps, comment tu montes
un projet pour Instagram et YouTube et Facebook et Snapchat et tout en même temps, et comment tu convaincs des sponsors de venir avec toi et comment tu invites des potes, enfin bon bref. La formation est longue. Quand le tournage est une fête, donc cette formation-là, pour la rejoindre, on ouvre les portes de temps en temps, donc très simple, tu mets ton lien, tu mets ton mail dans la liste d'attente et tu reçois un mail dès que la formation sort. J'ai très hâte aussi de faire ce projet avec toi. Je te le dis, là, on pourrait franchement passer 6 heures juste sur ce sujet, sur un podcast. Mais là, je pense qu'il y a les gens derrière la cam qui font « Allez, viens là, tu me saoules à regarder YouTube, arrête, débranche ton ordi. » Donc, on va vous laisser reprendre vos vies. Mais merci pour ton storytelling absolument incroyable, pour ta passion, pour tout ce que tu partages. Voilà. J'espère quand même un jour faire un voyage avec toi où moi, je te vois pleurer d'émotion. C'est mon challenge. Un jour, on va y arriver. On va y arriver. Salut, mon Julien. Comment on fait du coup? Comme ça. Je sais plus. Comme ça. Avec le pied? Vas-y, regarde, comme ça. Non, c'est comme ça. Tu m'as saoulé, allez. C'est ça que je voulais faire. Merci à tous de votre putain d'énergie.